je vais dire, comme on dirait, dans un grand élan de courage, ou peut-être d'insouciance, je n'ai pas décidé encore, là. J'ai accepté de le remplacer. Rassurez-vous, je ne suis pas un ambassadeur, je ne parle pas l'accent castillan, je ne dispose d'aucune voiture officielle avec, tu sais, les jolis petits drapeaux qui flottent au vent. Mais j'ai au moins un point commun avec son Excellence, une admiration profonde pour le Camino et pour l'esprit de fraternité qui nous rassemble ici aujourd'hui. Fait qu'on m'a donc confié une mission un peu solennelle, si on peut dire, assurer la transition, maintenir le cap, et si possible, le faire sans incident diplomatique. Je promets d'y mettre tout mon cœur, même si, entre nous, êtes-vous d'accord, comme pèlerin, on est bien mieux à suivre des flèches jaunes que de dire un discours officiel. Alors, en l'absence de son Excellence, avec le cœur d'un pèlerin, le sac à dos bien rempli d'histoires, de rencontres et d'amitiés nées au fil des kilomètres, permettez-moi premièrement de vous souhaiter la bienvenue à toutes et tous. Ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, je voudrais, avant de rentrer dans la présentation que j'ai pour vous, que vous voyez au tableau qui est marqué « Joint Gathering », c'est que on avait prévu que si jamais l'ambassadeur ne venait pas, qu'on pourrait reprendre la présentation que nous avons eu l'honneur de présenter lors du grand rassemblement nord-américain qu'il y a eu à Vancouver du 14 au 18 mai dernier. C'était le deuxième seulement en 30 ans. Et c'était notre première apparition à ce grand rassemblement-là. Ils nous ont demandé de présenter et de faire parler de notre relation de culture, d'histoire avec la France et les chemins français. Parce que la toile de fond, c'est que les Américains, eux, méconnaissent beaucoup autres chemins que ceux de l'Espagne. Alors, ils nous ont demandé de faire en sorte qu'on pourrait, lors d'une plénière devant un groupe de 360 personnes que nous étions, de présenter non seulement les principaux chemins, mais toute l'histoire qui entoure les chemins. Plus tôt, vous avez entendu que les chemins ont connu ils sont revenus en vie dans les années 50. Mais c'est en réalité bien avant ça que les premiers chemins se sont faits. Alors, c'était le but de les intéresser. Nous étions accompagnés de 2 membres français, Chloé Tassel de Compostelle 2000, qui allait faire la présentation en atelier devant pas loin de 80 à 90 personnes pour aller plus en profondeur de ce que représentent les chemins en France. Accompagné aussi, on était avec Philippe Dionnet, qui est le président de la Fédération française des associations des chemins de Compostelle. Et ensemble, avec la délégation québécoise, dont vous allez voir les noms dans quelques instants, on a eu le privilège de s'initier, puis de d'initier, puis d'informer les Américains, entre autres, et quelques Canadiens, sur la beauté et la richesse que de marcher les chemins en France. Alors, ceci étant dit, la toile de fond est un peu là. Ce que je vous demanderais, la présentation, mettez-vous dans l'esprit, si ça vous est possible, d'un Américain. Je sais, c'est pas facile. Mais dites-vous que vous êtes l'auditoire qui recevez cette information-là, et c'est dans ce contexte que je vous fais la présentation, pour que vous sachiez exactement c'est quoi qu'on essayait de faire de ce côté-là. Mais ça étant dit, on avait convenu, parce que la demande, ça faisait déjà 2 ans qu'elle avait été faite de nous voir participer, c'est pas juste d'aller là puis faire une coupe de présentation. C'était notre première opportunité après 25 ans, de faire un tour d'horizon puis de voir comment est-ce que les Américains et le restant du Canada sont organisés en tant qu'association. Si je fais un résumé,
on est une très belle association en santé qui fait chef de file en ce qui me concerne dans bien des volets. Et je ne peux qu'applaudir tous ceux qui ont participé à faire ça. Donc, le thème qu'on avait, je vais revenir de un, le thème qu'on avait en anglais s'appelait « Bridges on the Camino, Connecting Cultures and Hearts ». Si on le met ça en français, ben, les ponts du Camino, relier les cultures et les cœurs. Alors, il y avait 360 personnes qui, eux, ont participé de ce côté-là. Puis je vais vous donner justement l'avant-dernière journée, une journée de pluie. On nous avait tous donné un poncho et juste avant une rencontre, on a pu faire cette flèche-là qui était représentative des gens qui ont participé à cet événement-là, qui se produisait à l'Université de la Colombie-Britannique, et on se déplaçait d'endroit en endroit, soit pour manger, pour des activités, des choses de ce genre-là. Alors, ce que vous aviez en ouverture le jeudi soir, malheureusement, il ne peut pas être avec nous, mais pour ceux qui n'ont jamais vu l'ambassadeur, ben, c'est son Excellence Alfredo Martinez Serrano, qui était le conférencier du jeudi soir. Puis je dois vous dire que Joanne, elle a vraiment ouvert la porte en ayant ce souper en tête à tête avec l'ambassadeur parce qu'il ne fait que parler de nous à chaque opportunité qu'il a. Et c'est vraiment un pèlerin dans l'âme. On a inauguré le 10 juillet dernier, la première borne canadienne qui relie Santiago à son domicile. Et lors de la fête nationale de l'Espagne, le 15 octobre, nous avions été invités à Ottawa pour participer à cette fête-là. Et dans son discours, il a fait mention des deux associations canadiennes, le Canadian Company of Pilgrims, la CCOP, et l'Association du Québec à Compostelle. Donc, il y a un lien très fort avec tout ce qui est pèlerinage. Alors, il a été là. Qui d'autre était avec nous? Bien, mon fidèle vice-président, nul autre que François Bouliac. François était là, entre autres, pour participer avec moi aux ateliers d'échange des dirigeants d'associations. Vous aviez aussi Jocelyn Cousineau, que certains ou plusieurs connaissent, animateur de la région d'Outaouais, mais que lui aussi a participé, et surtout aux échanges des animateurs d'associations. Et de tous ces éléments-là est sorti, tout a été documenté, écrit, nous a été reproduit. Et tantôt, je vais vous parler d'Horizon 2035. Ça sert, entre autres, d'éléments qui nous servent dans notre réflexion pour savoir où on va pour les 5 à 10 prochaines années en tant qu'association. Et j'ai le plaisir, lorsque j'ai été conférencier le premier vendredi matin, naturellement, on a des gens qui nous présentent et j'ai le plaisir de dire que Paul Hughes, qui est membre de la CCOP, mais est aussi agent de liaison avec l'association et la CCOP, qui a fait mon introduction. Et puis, je voudrais souligner la présence de Paul parmi nous. Puis merci d'être là et de nous avoir accompagnés, Paul. Forcément, là, vous me voyez, en début de conférence, on avait un petit bug, je pense, on avait du fun, en tout cas, à préparer ça. Là. Je ne sais pas si c'était les nerfs ou le sourire, là, en tout cas. L'autre chose, vous voyez cette photo, David Duncan de la CCOP, je pense que c'est Hamilton, Paul, c'est bien ça? Oui. Bien, regardez, il porte fièrement la bandana qu'on avait conçue pour l'événement, puis qu'on a vendu là-bas. Et qui le porte fièrement, puis qu'il est très proche aussi de l'association. Vous avez aussi les autres membres de l'Association du Québec à Compostelle, Céline Desjardins de la région d'Outaouais. Donc, de gauche à droite, vous avez Céline. Vous avez Chloé Tassel de Compostelle 2000, qui vient de Paris, qui a été la conférencière en après-midi. Philippe Dionnet, le président de ce qu'on appelle maintenant Compostelle France. En plein centre, Donna Coutts.
Donna, qui est la coordonnatrice canadienne du Joint Gathering. Elle est aussi coordonnateur pour la région de Vancouver au niveau de la CCOP. Elle a fait un travail incroyable d'agencement puis de nous mettre au premier plan lors de ces journées-là. Vous avez mon épouse Chantal et moi accompagnés de la deuxième personne d'importance de la CCOP pour moi aujourd'hui, Nadia Marcy, qui est aussi agent de liaison avec l'association. Nadia, where are you? Où es-tu? Bienvenue, welcome. Naturellement, on commence avec notre page titre Compostelle à la québécoise, tradition et modernité. Ça ressemble-tu un peu au modèle qu'on a ce matin? L'important, c'est que une petite introduction est nécessaire, parce que c'est bien beau de dire qu'on va présenter quelque chose, mais pour la grande majorité des gens, c'est qui, ça, l'association? Alors, en réalité, ce qu'on leur parlait, c'est que nous sommes une association à but non lucratif, environ 3000 membres à l'époque, créée en l'an 2000 par 10 anciens pèlerins. Nous avons 8 sections régionales avec plus de 300 bénévoles. Le moteur, c'est tout ce qui fait marcher l'association. On est une organisation laïque et non confessionnelle. On a des activités de toutes sortes, des conférences, des randonnées, des ateliers, des bibliothèques, des soutiens, des hospitaliariats, et ainsi de suite. On a là aussi, depuis plusieurs années, puis vous l'avez entendu ce matin, l'autorisation accordée par l'archevêque de Saint-Jacques-de-Compostelle pour délivrer notre propre crédential. Et nous avons plusieurs partenariats à l'international. Maintenant, on leur parle de notre mission, vision et valeurs. Bien, c'est quoi notre mission? Hein? Depuis toujours, c'est quoi? D'accompagner et soutenir nos pèlerins dans leur voyage avant, pendant, puis après le pèlerinage à Compostelle. C'est encore d'actualité. Notre vision, c'est de cultiver au plus haut point l'esprit, les valeurs du Camino dans chacune de nos activités, avec les valeurs qu'on parle depuis ce matin, que vous avez sur vos cocardes, puis vous avez sur tous vos documents, d'ouverture, de générosité et de simplicité. On voulait leur donner aussi une indication du nombre d'adhésions qu'on avait à travers les années. Si vous regardez en 2002, nous avions quelque chose comme 319, et puis lors de la présentation en 2024, nous avions 3150 membres actifs. Donc, ça leur a donné vraiment une opportunité de voir l'ampleur. Pour une population de 9 millions, considérez que les Américains, quoi, c'est 7005 environ passent dans ces eaux-là. Et puis, la CCOP, vous êtes aux alentours de, quoi, 4500? Alors, c'est quand même très, très respectable. Vous avez aussi le nombre de crédentials qui ont été mises entre 2003 et 2024. Alors, on voulait juste vous montrer que c'est en croissance, sauf durant la période pandémique, mais autre que ça leur donne une idée. Si je regarde ce qu'on avait comme estimé pour l'année de 1672, les derniers chiffres que j'ai vus cette semaine concernant le nombre de pèlerins canadiens, parce qu'on n'est pas isolé du Canada, étaient de 7700 et des poussières. Fait qu'on représente environ 20 des pèlerins du Canada qui se rendent qui ont reçu, je dois dire, la Compostelle cette année. Au total, on était à 499 500 quelques, là, ça fait que. Et on a montré aussi de où on partait. De quel pays nos pèlerins partaient en 2024? Bien, comme vous voyez, la France combinée avec le Portugal représente plus de 50 %. Et que seulement 43,7 % partaient pour l'Espagne. Donc, ça leur donnait une idée, bien voyons donc, comment ça se fait qu'il y a d'autres chemins. Là, c'était juste, excusez le terme anglais, le wake-up call. Alors, on leur commence par leur parler de la tradition, l'histoire et les légendes au fil du temps sur les chemins de Compostelle. Pour les plus jeunes, ça va peut-être vous nourrir en tant qu'information. Pour les plus vieux, vous ramener des souvenirs, vous amener d'autres choses. Mais comme la plupart des gens entendent le mot « Camino de Santiago », ils pensent à quoi immédiatement?
le Frances, le célèbre itinéraire qui traverse le nord de l'Espagne puis qui se termine à Saint-Jacques-de-Compostelle. N'oubliez pas, mettez-vous en mode américain, là. Avec raison, car il est emblématique, très fréquenté et profondément significatif. Mais que diriez-vous si je vous disais que le voyage ne doit pas nécessairement commencer en Espagne? Aujourd'hui, je vous invite à élargir votre vision. La France, avec sa riche histoire, sa profondeur culturelle et son héritage spirituel, abrite certains des chemins de pèlerinage les plus beaux et les plus significatifs au monde. Pour ceux qui ont voyagé et qui ont fait différents chemins, seriez-vous pas d'accord? Des chemins qui guident des pèlerins depuis des siècles, bien avant que le Camino Frances ne devienne le symbole qu'il est aujourd'hui. Alors, examinons un petit peu plus près les chemins français de Saint-Jacques-de-Compostelle et découvrons ensemble comment le voyage peut être aussi marquant, parfois même plus, lorsqu'il commence en France. Alors, la première référence documentée en France, c'est l'évêque du Le Puy-en-Velay, l'évêque Codescal. Les origines débutent, on dit, remontent à l'année 1950. Cette information-là nous provient d'un document qui est conservé au monastère d'Albelda, en Espagne, qui relate le pèlerinage de l'évêque Codescal de Le Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et pendant son séjour au monastère, il ordonna qu'un manuscrit soit terminé à temps pour son retour. Codescal est aussi reconnu comme le premier pèlerin français à avoir entrepris ce voyage. Cependant, le document ne précise pas l'itinéraire qu'il a suivi à travers la France, mais seulement qu'il a effectué le pèlerinage, jetant ainsi les bases de ce qui allait devenir une tradition séculaire. Et voici un peu le document que Codescal avait commandé. C'était sur la virginité de la Sainte Marie contre 3 incroyants au monastère de Saint-Martin de Adelba. Maintenant, les historiens pensent que l'évêque Codescal a probablement suivi le cours du Rhône vers le sud dans le cadre de son pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Cette théorie est étayée par des réalités, géographiques de l'époque, ainsi que par les routes commerciales et les voies de communication établies couramment utilisées au 10e siècle, qui offraient, une sécurité, une accessibilité, puis un soutien aux voyageurs parcourant de longues distances. Alors, vous avez ici la carte qui montre que le cours du Rhône, donc, il a donc suivi, à ce qu'on pense, le cours du Rhône vers le sud jusqu'à la Méditerranée. De là, il a probablement poursuivi son voyage par voie maritime jusqu'à Barcelone et empruntant les routes maritimes courantes de l'époque, avant de traverser à pied le nord de l'Espagne en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, c'est ce que nous avons comme information. Tout le monde qui a visité le puits, vous reconnaissez. Bien, à son retour de Compostelle, Codescal, en dévotion à la Vierge Marie, ordonna la construction de la chapelle. Elle fut construite au sommet d'un piton volcanique, une formation rocheuse escarpée en forme d'aiguille qui s'élève à environ 82 mètres au-dessus de la plaine environnante. Le nom aiguille vient du latin aculeus, qui signifie aiguille, en référence au profil pointu et imposant du rocher. Dédié à l'archange Saint-Michel, le site s'inscrit dans une tradition médiévale très répandue qui consistait à construire des sanctuaires dédiés à Michel au sommet des montagnes et dans d'autres lieux élevés, comme le célèbre Mont Saint-Michel en Normandie. Le Puy-en-Velay est devenu alors l'un des principaux points de départ vers le Via Podiensis, un des 4 grands chemins de pèlerinage du Camino de Santiago en France. La chapelle est devenue un lieu spirituel vénéré où les pèlerins s'arrêtaient pour prier et demander la bénédiction avant d'entreprendre leur long et pénible voyage vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Qui n'a pas assisté à la messe du matin avant de partir? Justement où? À la cathédrale Notre-Dame, construite principalement au 12e, est l'un des exemples les plus importants de l'architecture romane en France.
Située encore à Le Puy-en-Velay, haut lieu historique de pèlerinage en Auvergne, la cathédrale a longtemps été le centre spirituel et culturel des pèlerins qui empruntaient le chemin de Saint-Jacques. Au Moyen Âge, il était devenu l'une des destinations de pèlerinage les plus importantes d'Europe, servant de point de départ majeur pour le Via Podiensis, dédié à la Vierge Marie, Notre-Dame. La cathédrale abrite la vénérée Vierge Noire, une statue en bois qui daterait supposément du 12e siècle. Aujourd'hui, la cathédrale reste un lieu de pèlerinage et de tradition religieuse très animée. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cadre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France, ce qui reflète son importance culturelle et spirituelle. Maintenant, allons un petit peu plus loin. Après le 950, 2 siècles plus tard, un document clé, le Codex Callistinus, également appelé le Liber Sancti Jacobi, le livre de Saint-Jacques, rédigé entre 1130 et 1170 selon différentes sources, fait clairement référence au chemin de pèlerinage mêlant à Saint-Jacques de Compostelle. Donc, ce n'est pas d'hier. Nommé d'après le pape Calix II, le codex contient un message qui stipule ce qui suit. Il existe 4 routes qui mènent à Saint-Jacques, qui fusionnent en une seule à la route à Punta l'Arena, qui est située, comme vous le savez bien, dans l'Espagne actuelle. Le document fournit les informations détaillées sur chacun de ces 4 chemins. Alors, le premier, tout d'abord, je cite sur le document, l'un des itinéraires passe par Saint-Gilles-du-Gard, Montpellier, Toulouse et le col de Sampar. Vous avez reconnu pour plusieurs le Via Tolosanas, qui part d'Arles jusqu'à Punta l'Arena. Cet itinéraire relie plusieurs villes importantes dans le sud de la France, offrant à la fois un intérêt historique et spirituel tout au long du parcours. Vous avez ensuite le deuxième itinéraire, la Via Lemo Vicensis, qui part de Vézelay à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Et lui aussi est un itinéraire qui est important encore du point de vue historique, qui relie d'importants sites religieux en France, chacun ayant sa propre tradition de pèlerinage. Le troisième, probablement le mieux connu par nous, le fameux Via Podiensis, qui part de Notre-Dame du Puy-en-Velay, Sainte-Foy de Conques, Saint-Pierre-de-Moissac, jusqu'à Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Encore l'un des plus connus en France, reliant les principaux lieux encore jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et finalement, le Via Turonensis. La 4e route passe par Saint-Martin-de-Tours, Saint-Hilaire de Poitiers, Saint-Jean d'Angély, Sainte-Eutrope et la ville de Bordeaux. On voit ici donc 4 routes revendiquées dont les détails sont très vagues, avec seulement quelques points de référence. C'est un peu comme si, puis là, n'oubliez pas, là, on est des Américains, là, dans le style américain, il existe 2 itinéraires aux États-Unis. L'un part de Seattle, puis il passe par le Wyoming pour se ramasser à Chicago. Pour moi, ça ne me dit rien, là. L'autre part de San Francisco et passe par Denver et le Nebraska avant de converger vers Washington. Donc, très large. Ce texte ancien, datant de 1150, avait été caché dans les caves de Saint-Jacques-de-Compostelle pendant des siècles. En fait, ce n'est qu'après la découverte en 1889 que les historiens ont appris son existence. Donc, ça a dormi là tout ce temps-là. Comment ce texte a pu inciter des pèlerins à suivre les itinéraires? Bien, c'est au cours des 50 dernières années, comme on mentionnait plus tôt aujourd'hui, les historiens qui ont réexaminé les documents que je viens de mentionner. Leur conclusion est que les 4 supposés anciens itinéraires décrits dans le texte n'ont probablement jamais existé. Jusqu'au 20e siècle, les pèlerins partaient généralement de où? De chez eux. Et ils choisissaient leur propre chemin. Un peu qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Mais ce qui éclaire vraiment cette question, ce sont les itinéraires découverts par les historiens au cours des 4 dernières décennies, ainsi que les récits des voyageurs qui les ont analysés.
Alors, vous avez au total environ 7 itinéraires qui ont été recensés entre 1350 et 1777. Ce sont des guides appelés itineraria qui ont été publiés afin d'aider les pèlerins, les membres du clergé, les marchands et les fonctionnaires dans leurs déplacements. Donc, il y avait déjà de quoi qui existait. Des itinéraires comprenaient généralement des listes détaillées des villes, des églises, des auberges, des sanctuaires, ainsi que les distances et les points de repère importants le long du chemin. Les 7 itinéraires recensés pour cette période correspondent probablement aux principaux itinéraires régionaux, peut-être des variantes du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle ou d'autres grands chemins de pèlerinage chrétien à travers l'Europe occidentale. Alors, vous avez devant vous, de Venise en passant par le sud de France, la même chose d'Avignon en passant par le sud de France, de Bourges par Paris, de Paris vers le sud, d'Orléans à Orléans. Ben oui, tu pars de chez toi, tu t'en vas à Saint-Jacques, puis tu reviens. Et vous avez naturellement de Pau dans le sud de la France. Il y a aussi 54 récits. Donc, entre la période 1387 et 1958, 54 récits de pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle ont été recensés. Ces récits, qui couvrent plus de 5 siècles, offrent un aperçu inestimable des motivations, des itinéraires, des défis, des expériences spirituelles des pèlerins des différentes époques et régions. Cependant, une analyse attentive de ces récits révèle qu'aucun des voyageurs qui se sont rendus à Compostelle entre le 14e et le 20e siècle n'a suivi les itinéraires identifiés comme étant les 4 anciens chemins de Saint-Jacques. Cela dit, 2 itinéraires, par contre, se distinguent. Celui de Tours, et par extension de Paris, et celui d'Arles. Il y a eu d'autres choses aussi, un autre élément important à prendre en considération, c'est celui des guerres des religions françaises. Il s'agit d'une série de 8 guerres civiles qui ont principalement opposé les catholiques et les protestants pendant la seconde moitié du 16e siècle. Ces guerres n'étaient pas uniquement motivées pour des questions religieuses, mais impliquaient également des luttes de pouvoir politique entre les familles nobles et les factions régionales, ce qui en fait une période complexe de l'histoire française. Alors imaginez-vous qu'on est en situation de guerre. Pendant ces guerres de religion et la période qui a suivi, les édits royaux, ce qu'on appelle les décrets, oh, ce mot-là me dit quoi, ou les lois officielles promulguées par un monarque ou une autorité royale sont devenus des outils juridiques essentiels pour contrôler les pratiques religieuses et maintenir l'ordre public. Ces édits visaient notamment à limiter les violences entre catholiques et protestants, on peut comprendre. Réglementer les déplacements et les rassemblements, en particulier les pèlerinages, qui pouvaient être considérés comme politiquement ou religieusement sensibles. Donc, dans ce contexte, ça rendait la vie drôlement plus difficile pour les pèlerins qui, eux, s'ils voulaient voyager, devaient aller chercher des autorisations officielles de la monarchie ou des autorités royales ou de la couronne. Alors, c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, le chemin n'était pas ce qu'on pense qu'il a toujours été. Mais allons maintenant, faisons un saut vers le 20e siècle. Ce que vous allez retrouver, c'est qu'en 1938, comme je disais tantôt, juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, le Codex Calitinus décrivait les 4 itinéraires, a été traduit en français par Jeanne Velliard. La traduction a été publiée sous le titre « Le guide du pèlerin », rendant les itinéraires historiques plus accessibles à un large public et ravivant l'intérêt pour les anciens chemins menant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a aussi, dans la société française d'après-guerre, le document a suscité un enthousiasme considérable pour le pèlerinage de Saint-Jacques. En 1950, souvenez-vous de cette date, c'est là que tout est reparti. Jeanne Viellard et René de la Coste-Messelière, accompagnés de 2 autres Parisiens, ont fondé ce que vous connaissez aujourd'hui comme étant la Société française des Amis de Saint-Jacques à Paris. Leur mission était de promouvoir le pèlerinage et de sensibiliser le public à l'importance spirituelle et historique du Camino de Santiago. Tout comme pour aux États-Unis, The American Pilgrim on the Camino, tout a commencé
avec une poignée de personnes. C'est-tu pas comme ça qu'on a commencé, nous autres aussi? Donc, avec beaucoup de passion et de détermination, ils ont commencé à s'associer à d'autres organisations, travaillant ensemble pour redynamiser les routes de pèlerinage et inciter les nouvelles générations à parcourir le chemin de Compostelle. Pour ceux qui ont voyagé en France, vous avez peut-être rencontré la Fédération française de randonnée pédestre, en collaboration avec justement la Société française des Amis de Saint-Jacques, s'est lancée dans la reconstruction de 4 itinéraires menant à Saint-Jacques à partir de quelques informations contenues dans le Codex. En quelque sorte, ils ont pris le texte au pied de la lettre, travaillant avec de maigres informations disponibles et comblant les lacunes pour créer des chemins plus structurés et mieux définis comme on les connaît aujourd'hui. Cet effort a été crucial pour faire revivre les chemins de pèlerinage et garantir leur pertinence pour des pèlerins modernes. Pour plusieurs, vous reconnaissez la tour. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Espagne, qui était isolée sous la dictature de Franco, cherche à renouer des liens avec l'Europe. Donc, à Paris, les membres de la Société française des Amis de Saint-Jacques, dont l'un avait étudié justement à Compostelle, y virent une occasion de refaire revivre le pèlerinage en combinant les efforts des deux pays. Et ce que vous voyez ici, c'est la tour de Saint-Jacques, où, pour certains, on part de là lorsqu'on part de Paris sur le chemin de Tours. En 1965, leur initiative a conduit à l'installation d'une plaque commémorative sur le clocher de ce qui était à l'époque l'église de Saint-Jacques de la Boucherie, reliant symboliquement la France et l'Espagne par le Camino. Sur ce site, une plaque commémorative a été dévoilée le 13 juin 1965 par Albert Chabanach, président du conseil municipal de Paris. Il rend hommage aux pèlerins et, selon elle, sont partis de cet endroit depuis le 10e siècle pour parcourir 1800 kilomètres, ou, pour les Américains, 1120 000, qui les séparent de Saint-Jacques de Compostelle. Le texte de la plaque est empreint d'enthousiasme, ce qui est peut-être compréhensible compte tenu du voyage intimidant qui les attendait. Mais la réalité historique est plus nuancée. La tour elle-même ne date que du 15e siècle. OK? Et non du 10e. Les pèlerins n'étaient pas par des millions, ni de toutes les nationalités, et rares étaient ceux qui commençaient réellement leur voyage à cet endroit. Comme je venais de dire, en réalité, les pèlerins partaient de chez eux, comme le voulait la coutume. Certains se sont peut-être passés par là au début ou au retour, mais beaucoup d'autres se sont arrêtés à des lieux de pèlerinage importants, tels que la Sainte-Chapelle, qui abritait les reliques de la Sainte-Croix, ou la cour du roi de France. Mais il faut garder dans l'esprit qu'au cours des premiers siècles, les motivations principales du pèlerinage étaient spirituelles. Vous êtes d'accord? Le salut de l'âme, souvent lié à la présence de reliques sacrées et aux indulgences accordées par leur intermédiaire. Le 9 novembre 1982, le pape Jean-Paul II s'était rendu à Saint-Jacques de Compostelle. Dans la cathédrale, il prononce ce qui deviendra le discours européen. Ces paroles résonnent encore aujourd'hui chez les pèlerins, dont beaucoup lisent cet extrait sur la tombe de l'apôtre. Ô vieille apôtre, Europe, moi, évêque de Rome et pasteur de l'Église universelle, je t'implore avec amour, redécouvre-toi. Sois toi-même. Découvre tes origines et renouvelle la force de tes racines. Son message a trouvé un écho au-delà des cercles religieux à l'époque. En 1987, le Conseil européen, réuni à Saint-Jacques de Compostelle, a répondu par la déclaration de Saint-Jacques de Compostelle, mais dans une perspective laïque. C'est le sens de l'humanité dans la société, les idées de liberté, de justice et la confiance dans le progrès qui créent l'identité européenne. Le Conseil a décrit l'Europe comme un espace traversé par des routes, une expression riche en symbolisme. Il a déclaré le Camino de Santiago, première route culturelle européenne,
non pas par sa signification religieuse, mais comme symbole d'histoire commune, de connexion et d'unité. On cite « Le chemin qui menait à Saint-Jacques-de-Compostelle est hautement symbolique dans le processus de la construction européenne. » N'oubliez pas, on est plusieurs années après la guerre. Il s'agissait d'une déclaration politique, un appel au gouvernement, aux institutions, aux citoyens, pour qu'ils préservent et promuent le chemin à travers le continent, non pas comme un pèlerinage purement religieux, mais comme une force naturelle et unificatrice en Europe. Alors, il est remarquable de constater qu'une quarantaine d'itinéraires en France portent désormais le nom de Camino de Compostela et sont reconnaissables au symbole familier de la coquille Saint-Jacques. C'est 10 fois plus que les 4 itinéraires mentionnés par le Codex il y a à peu près 900 ans. Cette expansion reflète une réponse forte à l'appel lancé en 1987 par le Conseil européen pour préserver et promouvoir le Camino en tant que patrimoine culturel européen commun. Au cours des 3 dernières décennies, plus de 200 itinéraires reconnus ont été établis dans 28 pays européens, tous officiellement désignés comme faisant partie du réseau du Camino de Compostela. Regardez bien la prochaine carte. C'est ça. Alors, pour ceux qui pensent qu'il y a un chemin, puis mettez-vous dans la peau d'un Américain qui marche que les chemins en Espagne, on s'entend-tu qu'on ouvre les valves, comme on dit? C'est assez impressionnant. C'est pour ça que, si on parle des chemins en France, revenons à la carte. Regardez la France entre l'Espagne. Êtes-vous d'accord avec moi que les chemins français, c'est le lien essentiel entre les chemins européens, le Camino Frances, et le Norte? Et tout le monde reconnaît le Val-Entrée. Quel beau paysage! Alors, tout ça pour dire que les principaux chemins qu'on leur a suggérés, qui nous ont été proposés par nos amis français, c'est ceux que vous connaissez. Et c'est là qu'on leur donne un petit peu plus d'informations, juste un peu comme une mise en bouche, parce que suite à notre présentation dans l'après-midi, Chloé Tassel, elle, va aller plus en profondeur dans chacun des chemins, leur donner les détails de chacun de ces chemins-là. Mais le Via Turinensis, d'une distance, si on part de Tours, de 700 km ou 435 000, depuis Paris, 990 km, une durée environ de plus ou moins 28 jours de Tours ou 40 jours depuis Paris. La difficulté, pour ceux qui l'ont marché relativement, c'est relativement plat, c'est facile, somme toute. Puis c'est un chemin. Et l'autre chemin qu'on leur présente, c'est le Via Lemo Vicentiensis, qui part de Vézelay jusqu'à Saint-Jean-de-Pied-de-Port, d'une distance d'environ 1100 km, d'une durée de 54 jours, encore relativement facile. Le fameux Via Podiensis, qui lui part du Puy-en-Velay, d'une distance de 775 km sur environ 32 jours. Pour ceux qui l'ont marché, modéré à difficile selon la journée, les endroits. Et finalement, la Via Tolosano, de Arles à Pointe-l'Arena. Donc une distance de 960 km ou 600 000, 43 jours, et encore là, modéré à difficile. C'était surtout ça qu'on voulait leur donner comme information. Mais avant de partir, on voulait aussi leur laisser savoir qu'on a aussi des chemins ici au Québec. Alors, ce qu'on a, c'est que depuis l'an 2000, les chemins de Compostelle au Québec ont été créés pour la grande majorité par d'anciens pèlerins québécois du Camino de Santiago, premièrement. Conçus pour faire découvrir la culture du Camino à ceux qui n'ont pas le temps ou les moyens de se rendre en Europe, qui en font la promotion, entre autres par Marcher autrement. Puis j'aimerais souligner la présence de Michel Godet. Bienvenue, merci d'être là. On parle ici, lors de la présentation, on avait fait un calcul d'environ 30 itinéraires, là maintenant, qui sont inspirés, qui sont promus par le Marché autrement d'environ une vingtaine, et ça va sur plus de 2000 km.
Alors, ça leur donne une idée aussi du Québec. Comment est-ce qu'on a transféré notre engouement pour les chemins en Europe, en France, au Québec. Donc, en conclusion, à créer dans un héritage commun qui remonte à 1534, lorsque Jacques Cartier a posé le pied pour la première fois, parce qu'au tout début, il disait hey, « votre relation date de 1000 ans ». Non, c'est pas vrai pantoute, là. OK, on s'entend. Alors, nous sommes depuis longtemps considérés comme les cousins des Français. Et comme dans une famille, nous nous rendons visite. Nos liens historiques profonds avec la France nous donnent l'impression de parcourir les chemins de pèlerinage français, est naturel et profondément significatif. Cette relation durable est gravée non seulement dans notre identité culturelle, mais aussi dans l'esprit même du pèlerinage, un voyage enrichi par des siècles de foi, d'amitié et d'échange. Chacun de nous qui avons marché en France, on a nos histoires, nos amitiés et tout. Rien qu'en France, la diversité des chemins de pèlerinage est frappante. Certains sont animés et remplis de pèlerins, tandis que d'autres restent plus tranquilles, mais tous soutenus par une infrastructure développée qui accueille tous les types de marcheurs, qu'ils soient pèlerins, randonneurs, voyageurs culturels. Mais ce qui a changé depuis le Moyen Âge, ce n'est pas la destination, mais la façon dont nous voyageons. Puis Yves en parlait encore tantôt de la façon que ça a changé beaucoup. Au Moyen Âge, les pèlerins partaient directement de chez eux. Aujourd'hui, c'est quoi qu'on fait? On suit des sentiers de grande randonnée soigneusement cartographiés et clairement balisés, riches en signification historique et spirituelle et culturelle. Dans un revirement historique remarquable, le voyage solitaire d'un évêque du 11e siècle, le 9e siècle, 10e siècle, Godescal, s'est transformé en un pèlerinage collectif rassemblant chaque année des dizaines de milliers de personnes. Ces pèlerins modernes parcourent l'Europe à pied sur des itinéraires reconnus en France, connus sous le nom de Camino de Compostela. Une tradition vivante et évolutive qui continue de refléter le patrimoine commun de l'Europe et l'esprit durable du pèlerinage. Puis naturellement, le côté mercantile de ma part, on ne pouvait pas faire autrement que de parler de notre guide québécois dont on est très, très fiers. N'oubliez pas, on n'avait pas encore les 101 pèlerinages encore de publiés, donc on ne pouvait parler que du guide. Donc, c'est là qu'on est fiers de présenter le seul guide en français, le Camino 101, là, publié en Amérique du Nord, rédigé exclusivement par des membres de l'association, qui est né à la fois de l'expérience et de la passion, parce qu'on est tous des passionnés quand on marche. Il constitue un compagnon indispensable pour les pèlerins des Amériques qui souhaitent parcourir les chemins français en toute confiance, avec une bonne compréhension culturelle et des conseils pratiques. Désormais disponible sur les 2 continents, ce guide fait le pont entre nos 2 mondes, vendu aux Amériques et en Europe. Tout comme le pèlerinage lui-même, il relie depuis des siècles les personnes, les lieux, les objectifs. Il vous invite à découvrir le monde riche et inspirant du chemin de Saint-Jacques qui serpente à travers la France et l'Espagne. Que vous soyez un pèlerin novice, un randonneur passionné ou un amateur d'histoire, ce guide vous offre des outils essentiels pour accompagner votre voyage, des conseils pratiques, des cartes détaillées et le contexte culturel et spirituel des principaux chemins de pèlerinage. Et à ce, on doit remercier tous ceux, dont l'équipe de Denis Dumais et tous ceux qui ont participé à la création de ce magnifique guide. Tous nos bravos. Donc, en résumé, ce qu'on essaye de laisser comme message à nos amis américains, c'est l'esprit du chemin de Saint-Jacques s'étend bien au-delà de la péninsule ibérique. La France a joué un rôle essentiel dans le renouveau du Camino. Ses itinéraires relie le reste de l'Europe au chemin espagnol. Alors, lorsqu'on a eu fini notre présentation, nous avons lancé l'invitation pour
leur permettre de savoir que Chloé et Philippe allaient les recevoir en après-midi, tout simplement. Ceci étant dit, un remerciement d'usage que je ne vous lirai pas mais qu'on fait aux organisateurs et à tous ceux qui ont travaillé fort. Et je voudrais prendre l'opportunité pour remercier 2 de nos amis pèlerins qui m'ont considérablement assisté dans la production, la préparation de ce beau montage. Je parle de Jean-Marc Darvaux et de Yves de Valval. Merci.